On va donc démarrer cette rencontre dans ce banquet qui est consacré aux communautés, aux sociétés, aux groupes qui tentent et qui échouent presque toujours, il faut bien le dire, de vivre ensemble autre chose que la peine et la haine ordinaire des hommes. Nous avons déjà dirigé nos regards depuis 3 jours hier vers l'Inde et les fins fonds du Mexique, samedi vers les terres arabes et vers cette Europe à laquelle nous sommes tous condamnés. On va aujourd'hui se tourner vers le sud de l'Espagne, vers l'Andalousie et les gitans qui y vivent et qui tentent encore de partager une communauté de destin et d'art. On verra que c'est ce qui fait cette spécificité. On va donc s'arrêter sur ces gitans d'Andalousie qui font société. En tous les cas, on se posera cette question avec et grâce à David Fauconberg qui a publié à l'automne dernier chez Fayard un très beau roman, très vrai. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un roman vrai, mais quand on le lit, on a cette impression-là. Ça s'appelle Manuel el Negro. On va venir au roman qui va nous permettre de nous rapprocher de l'idée de ce nous gitan. Mais je voudrais d'abord poser une question à David Fauconberg. C'est votre 3e roman. Celui d'avant s'appelait Mal Tiempo, il est paru en 2009, et il décrivait une communauté de boxeurs à Cuba, qui était dans l'enfermement d'un entraînement intensif. Ils dormaient ensemble dans des dortoirs collectifs. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a quelque chose du collectif et du nous qui vous attire et qui ressort dans ces 2 livres ? Non, c'est certainement pas un hasard. D'ailleurs, le premier aussi, il y avait toute une partie dans une communauté aborigène, donc en Australie. Non, je ne crois pas que ce soit un hasard. C'est-à-dire que je peux vous répondre comme ça rétrospectivement. Effectivement, ce n'était pas un programme de départ. Je n'avais pas choisi d'aller dans des communautés. Mais je me suis rendu compte que ce que je recherchais, comme tous les romanciers, c'est d'écrire une histoire qui est tant soit peu une vocation à l'universel, c'est-à-dire quelque chose qu'on puisse partager avec un lecteur, qui raconte des choses sur l'homme, pas sur seulement le personnage de l'histoire, mais au-delà l'homme avec un grand H si on veut. Et en fait, en travaillant sur ce livre Manuel el Negro, j'ai lu Unamuno, le grand penseur espagnol, magnifique d'ailleurs, je vous le conseille, c'est parce que c'est de la philosophie poétique, c'est vraiment écrit comme avec une grande poésie, et il définit à un moment l'art par cette phrase que je pourrais reprendre à mon compte dans ma pratique personnelle du roman, qui est trouver l'universel dans les entrailles du local. Cette idée qu'en s'immergeant dans une communauté particulière, ça va être plus facile peut-être pour un romancier d'en ressortir des choses essentielles, des choses universelles. Et ces communautés, que ce soit donc les boxeurs à Cuba dont vous parliez, les aborigènes ou pour ce roman-là les gitans, ils ont cet avantage pour un romancier de vivre selon des règles très particulières, d'être très localisés. Et donc ça permet, dans le travail qu'on fait dessus, d'aller chercher très vite les choses essentielles, de ne pas se disperser. Donc je ne l'avais pas prévu au départ, mais je pense que c'est nécessaire à la façon dont j'envisage ce travail-là. C'est une réflexion qu'on retrouve aussi, bien sûr, chez un romancier portugais, Michel Torga, qui est Miguel Torga, Michel. On va donc passer du nous qui cogne au nous qui chante. Dans une toute première partie, on va s'intéresser à l'histoire. Enfin, je ne sais pas si on va s'y intéresser, mais il faut passer quand même par là. L'histoire des gitans, bon, ce n'est pas du tout notre propos, parce que ce n'est pas là qu'on peut s'approcher au plus près de ce qui nous intéresse dans la question de la communauté. Mais juste, il faut fixer des choses qui permettent de comprendre les suivantes. En gros, il y a à peu près autant de versions de l'arrivée des gitans en Andalousie que nous sommes ici. Donc on va en prendre une médiane qui est celle qui renvoie au XVe siècle et qui dit en gros qu'ils sont arrivés après. Est-ce qu'ils sont arrivés d'Inde? Certainement. Est-ce qu'ils s'appellent gypsies parce qu'ils venaient d'Égypte? On ne sait pas. Bon, voilà. Donc je vais juste vous lire un petit texte de Ángel Pérez Casas qui fixe bien l'arrivée des gitans et surtout la façon dont ils ont été fixés tout de suite par le pouvoir espagnol. Les groupes de gitans qui pénétrèrent les premiers dans la péninsule au cours du XVe siècle possédaient peu de biens, ainsi qu'en témoignent les quelques sauf-conduits que leur ont octroyés les rois. Plus tard,
les souverains signalent que la majorité des gitans manquent d'emploi et de domicile fixe, que quelques-uns d'entre eux vivent de la vente de bétail, de linge et exercent certains métiers, tels celui de forgeron. Les interdictions vont progressivement mettre un terme à ces tâches et en promouvoir d'autres, en particulier celles qui concernent l'agriculture. En même temps, on leur défend de parler leur langue, de porter leur costume et de vivre en ghetto, c'est-à-dire de vivre ensemble, quoi. De telle sorte qu'une famille gitane devait s'installer parmi 100 habitants castellanos et n'être composée que du mari, de la femme, de leurs enfants. Voilà, c'est-à-dire qu'ils arrivent et tout de suite on les met à l'écart, on contrôle tout ce qui fait leur mode de vie, leur métier, ils deviennent une communauté sous contrôle. Oui, c'est pas propre à l'Espagne, hein, je pense. C'est l'éternel débat sur le nomadisme et les sédentaires. En Espagne, ça s'est fait peut-être plus tôt et ça a été intégré, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément, mais la particularité des gitans du sud de l'Espagne, c'est pas forcément vrai en Catalogne, c'est qu'ils sont sédentaires, et sédentaires depuis très longtemps, qu'ils ont des patronymes espagnols. On a changé les noms de ces gens-là pour leur donner des... Alors ils ont tous des noms très espagnols, hein, Pérez, des choses comme ça, Castaño, bon, on leur a donné des noms espagnols. Il y a quelque chose d'amusant d'ailleurs que j'ai découvert en travaillant sur ce livre, c'est que la manie du surnom qu'il y a chez les gitans dans le flamenco, parce qu'ils ont tous des noms pas possibles, gros nez, haricots verts, cheminée, les ethnologues ont tendance à... Il y a une théorie qui s'est imposée que ces surnoms sont venus remplacer les noms de tribus et les noms de clans qu'on leur a interdit de porter. Et donc il y aurait cette espèce de revendication. En prenant un surnom, on n'est plus obligé d'être... C'est vrai que les artistes de flamenco, on ne les appelle pas par leur nom de famille en général. La gourretas, des choses comme ça. On les appelle par leur surnom, ce qui est une façon de lutter contre l'hispanisation forcée. Mais en Espagne, c'est vrai que dans le sud de l'Espagne, ça a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que les gens se sont plutôt bien intégrés, en tout cas dans certains quartiers, notamment le quartier de Santiago, à Reles, où se passe ce livre. Parce que voilà, c'est sur plusieurs siècles, il y a eu un effort d'intégration. Il y a cette idée très forte chez les gitans andalous qu'on est gitan à l'intérieur, mais andalou au dehors. Donc dans les comportements, on essaye peut-être au contraire d'être le plus andalou possible, le plus intégré à la société possible. Alors que dans ces comportements, et notamment dans la pratique de l'art, on revendique la gitanité, le fait de chanter comme un gitan et pas comme un paillot, un non-gitan. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est très difficile en Andalousie de différencier un gitan d'un non-gitan, aujourd'hui en tout cas. Donc voilà un premier repère historique, ils sont fixés, ils sont contrôlés, puisque c'est ça la question. Et il y a une deuxième fixation et un deuxième contrôle. À mon avis, je vais vous soumettre ça. C'est l'image qui a été imposée en Europe sur les gitans par les voyageurs romantiques du XIXe siècle, qui ont fixé, pour l'imaginaire collectif européen, un type de personnages comme ça, auxquels on a parfois l'impression qu'eux-mêmes, aujourd'hui, essayent de se conformer. Il y a alors juste quelques lignes. C'est Alexandre Dumas. Il y a plein de voyageurs de cette période-là qui ont écrit à peu près les mêmes choses. Celui-là est assez drôle. Les chemins de Séville sont diaprés de paysans, de paysannes, de mulets, d'arrieros, de bohémiens, de contrebandiers. Tout cela chante, tout cela gratte des guitares et des mandolines, s'interrompant pour se parler sans se connaître, pour se dire bonjour, allez avec Dieu, vaya con Dios. On dirait que tous ces gens sont si heureux, si contents, si joyeux de vivre, qu'ils ont sans cesse, par le son même de leur voix, besoin de s'assurer qu'ils vivent bien réellement. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a une imagerie. Alors, c'était une des difficultés de ce projet, justement, d'écrire sur l'Andalousie et sur les gitans et sur le flamenco. Il y a toute une série d'archétypes, bon, Carmen évidemment. Hein. Et c'est vrai qu'en en parlant avec des gens quand je travaillais sur ce livre, j'avais souvent, voilà, les gens ont cette image des robes à volants, des boucles d'oreilles aux oreilles, des parures de contes de la petite Égypte, comme dit le narrateur. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils sont arrivés en Espagne comme ça. Ils ont été repérés d'abord par leur accoutrement extravagant. Il y avait un goût on dirait aujourd'hui que c'était des sapeurs un peu. Hein. Ils avaient toujours des vêtements complètement délirants.
Mais c'est vrai que moi, je parle d'une... C'est contemporain, ce livre. C'est-à-dire ça commence dans les années 1950-60 et ça s'arrête à la fin du XXe siècle. Et donc, je voulais vraiment partir de ce que j'avais vu sur place, de ce que je vivais sur place. Et évidemment, c'est le propre des clichés de ne pas résister à la réalité, que quand on est plongé dans les choses, on n'en reste pas à un niveau purement superficiel. Mais c'est vrai que c'est difficile d'écrire sur les Gitans, d'écrire sur cette musique, sans tomber dans des espèces d'archétypes. Enfin, si vous écrivez un roman sur le flamenco, les gens vous répondent 9 fois sur 10 « Ah oui, les Gypsy Kings ». Alors, quand vous parlez des Gypsy Kings à des gens qui font du flamenco, c'est un peu épidermique quand même. C'est-à-dire que, donc je précise, ça n'a rien à voir avec les Gypsy Kings. Il faut le dire quand même, parce que sinon il y a plein de gens qui lisent pas le livre parce qu'ils ont beaucoup écouté Joby Joba et c'est difficile aujourd'hui de... Non mais je vais me faire le défenseur des Gypsy Kings une seconde. C'est une forme, pas du tout de flamenco, mais de musique... qui s'appelle la rumba, oui. Que les gitans, par exemple, de Catalogne, portent haut quand même. Et c'est pas si mal que ça, mais ça n'a rien à voir, au fond, avec le cantejondo, évidemment. Quoi. Voilà. Fin de la défense des Gypsy Kings. J'espère que les gens sont convaincus. Bon, moi, j'avoue que c'est un peu court quand même pour les Gypsy Kings. Mais... Alors, Jerez de la Frontera, au sud-ouest de l'Espagne, c'est là que le roman se situe. C'est là que vous êtes arrivé un jour dans le quartier de Santiago. Comment est-ce que c'est pas vous faire injure, David, que de dire que vous ressemblez pas trop à un gitan? Comment est-ce que dans cette société très fermée, très codée, comment est-ce que vous avez fait votre nid au point? Parce que quand même, quand on lit le roman, on voit que c'est un roman d'immersion, comme on dit. Ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire tout le travail, moi j'ai toujours travaillé comme ça sur les 3 romans que j'ai écrits, c'est-à-dire de pas, c'est pas un repérage où je prends des notes en sachant déjà l'histoire que je vais raconter et pour la remplir avec des anecdotes et des choses réelles. Ça part du réel et à partir du réel, le travail consiste à oublier qu'on écrit un livre, à juste vivre avec les gens. Et ensuite, rentrer chez soi, laisser digérer les choses et les ressortir de manière spontanée, mais sur la base d'une expérience. Donc je ne suis pas parti là-bas avec l'idée de raconter l'histoire d'un chanteur et de son guitariste, et donc d'observer les choses pour remplir un peu des vides documentaires. Donc c'est dans ce sens-là, c'est parti de l'expérience. Comment je suis rentré dans ce monde-là ? C'était une vieille passion depuis très très longtemps, mais c'était une passion de mélomane. J'allais souvent en Andalousie, tous les ans. J'écoutais beaucoup de flamenco, mais j'étais jamais passé de l'autre côté. C'est-à-dire que je n'avais jamais passé vraiment du temps avec les artistes, avec les familles. Je me contentais de les entendre sur scène, sur les disques. J'avais senti quelque chose dans cette musique, une intensité d'émotion, une vérité. Moi, je ne le définirais pas non plus, mais il y a quelque chose d'une vérité humaine, émotionnelle dans cette musique qui est très particulière. Mais je me suis rendu compte que si je voulais écrire un roman là-dessus, il allait falloir nourrir des personnages, donc il allait falloir passer du temps avec les hommes et les femmes qui font vivre cet art. Et donc je suis parti, il y a quelques années... très vite à Relès, parce que c'est vrai que c'est un des berceaux du flamenco. C'est des quartiers moi, qui me plaisent tout de suite, parce qu'il y a même si le quartier n'est plus comme il est dans le livre, c'est-à-dire que les gitans sont partis dans des grands ensembles, il y avait des histoires qui circulaient, il y avait une intensité de cette musique dans ces quartiers-là qui était qui me touchait personnellement. Je ne veux pas anticiper sur ce dont on parlera ensuite, mais c'est vrai que ces gens-là qui font le flamenco s'appellent eux-mêmes les flamencos. C'est assez particulier, c'est-à-dire c'est une musique qui est un tel art de vivre que les gens s'identifient tellement à cet art qui s'appelle du nom de la musique. C'est-à-dire que les gens à Relès, on est flamenco, pas seulement quand on joue de la guitare, qu'on danse ou qu'on chante, mais aussi quand on passe des nuits avec ces gens-là, quand on est l'ami d'un guitariste, on est un flamenco. Donc il y a une revendication de communauté autour de l'art. Donc on y reviendra tout à l'heure peut-être, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant là-bas, si vous leur faites sentir que vous aussi cet art vous touche, que vous avez beau avoir une tête de guiri, donc de touriste, c'est vrai que bon, voilà, on me l'a déjà dit, que j'avais pas une tête de gitan andalou, étonnamment. Et donc quand vous arrivez, vous avez beau être quelqu'un d'étranger, quelqu'un de très lointain dans votre façon de vivre.
s'ils sentent cette passion, s'ils sentent que ça vous touche, c'est ça qui est important, hein, c'est pas seulement une passion intellectuelle, mais s'ils voient que ça vous touche, si on voit votre émotion quand il y a un chant à 4h du matin dans une fête, vous êtes quand même assez vite adopté. C'est-à-dire qu'on va vous emmener dans d'autres endroits, il y a une sorte d'initiation où on passe du flamenco dans les théâtres, au flamenco dans les fêtes, et puis ensuite le flamenco après la fête dans la maison du pharmacien du village qui n'a rien demandé mais qui se retrouve avec 40 personnes dans son salon et qui reste jusqu'à 7h du matin le lendemain. Donc ça s'est fait assez naturellement. Je pense qu'il faut tout simplement, mais ça c'est valable pour tous les voyages, je pense qu'il faut, c'est Nicolas Bouvier qui disait ça, le voyage est un exercice de disparition. Alors il ajoutait comme la littérature, donc je me reconnais assez là-dedans. Il ne faut pas mettre la patte, comme ils disent en Espagne, metter la pata, c'est-à-dire que c'est vrai que si vous arrivez la première fois dans une fête de flamenco et que vous tapez dans vos mains ou que vous vous mettez à danser au milieu du patio, bon, ça se passe mal, quoi. Mais si vous faites oublier, moi j'avais acquis un surnom, je crois qu'on en avait parlé quand j'étais à Relais, je l'ai su à la fin, il m'appelait El Hombre Invisible. L'homme invisible, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, parce qu'ils me voyaient dans les fêtes, mais ils ne savaient pas vraiment ce que je faisais là. Donc non, ça s'est fait assez naturellement, parce qu'il y a cette acceptation d'une émotion commune, d'une sensibilité commune à cette forme d'art très particulière, qui fait qu'on vous accueille à bras ouverts. Enfin, en tout cas, c'était mon expérience, je ne veux pas généraliser, mais ça a été mon expérience. Mais il y a une clé là, parce qu'en fait, c'est évidemment un monde très clos, un monde qui fonctionne sur... nous et les autres, hein, c'est quand même quelque chose... La première chose qu'on demande, même de façon muette, c'est est-ce que la personne qui arrive est gitane ou pas. Donc s'il n'est pas gitan, dans la communauté gitane, c'est pas vraiment c'est pas un avantage, quoi. La communauté, elle est fondée sur d'abord le noyau familial, qui après... Bon, et tout ça, c'est très contradictoire, parce qu'il y a toutes les bases, les règles et les codes de la fermeture, et pourtant, il y a un moment où ça peut s'ouvrir, qui est le moment de l'art, justement. C'est ça que ça, c'est votre théorie. C'est vrai que quand j'ai réfléchi, alors c'est l'intérêt de ce genre de rencontre, c'est que, évidemment, je n'avais pas formulé ça en travaillant sur ce livre, mais en y réfléchissant dans l'axe de ce « nous », qui est le sujet du banquet, je me suis rendu compte que c'est ça qui m'avait poussé dans ce projet, c'est-à-dire cette façon très particulière d'être ensemble qu'a le flamenco, et qui n'est pas évidente parce que si on prend les gitans, c'est vrai que dire les gitans en général, c'est très à la mode, mais c'est un nous complètement éclaté. On ne peut pas dire le gitan. C'est ce qui a été fait, alors parfois avec des bonnes intentions, c'est-à-dire le peuple rome, qui aurait en commun de venir d'Inde au XIe siècle ou au XIIe siècle. C'est comme disait tout à l'heure Patrick Boucheron, ça partirait de l'idée que l'identité d'une personne vient de son origine. Donc on vient tous d'Inde il y a 1000 ans, donc on est tous pareils, on est tous gitans. Or, il n'y a pas plus intolérant, c'est l'expérience que j'ai eue en tout cas, il n'y a pas plus intolérant avec les Roms, par exemple, qui errent dans toutes les villes d'Europe, que les gitans d'Andalousie, pour des raisons très simples, c'est qu'eux ont mis des siècles à s'intégrer, à devenir sédentaires, à être plus ou moins respectés, et ce n'est pas le cas partout. Et le fait d'être assimilé à des gens qui sont dans la rue, qui mendient, qui n'ont pas de domicile fixe, c'est très difficile pour eux. Donc il y a déjà cette idée-là, c'est-à-dire qu'on ne s'identifie pas à un Rome, on ne s'identifie pas aux gens du voyage en France. Quand on est au festival de Nîmes de flamenco, c'est vrai que le soir, les artistes andalous, gitans andalous, se réunissent avec les gitans de Marseille et tout ça, et même s'il y a des points communs, même s'ils chantent les mêmes chansons, on sent qu'il y a quand même une distance. Et puis alors quand les gens d'Andalousie vous parlent des gitans de Catalogne, enfin on a l'impression que c'est une autre planète. Sauf quand ils sont attaqués, on en parlait tout à l'heure, quand il y a eu le fameux discours de Grenoble de notre ancien président qui mettait à l'index les gens du voyage, qui n'étaient pas vraiment des Français. Il y a eu des réactions en Espagne. Moi, j'ai participé à une soirée où chantait un chanteur de flamenco qui s'appelle Diego Carrasco, qui est à la fois quelqu'un qui représente la tradition, mais qui est très moderne. Et ce soir-là, il faisait un concert de flamenco rap. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le flamenco rap, c'est très particulier. Avec un jeune habillé en rappeur, mais qui chantait sur une rythmique flamenca.
Et à un moment, Diego Carrasco s'est dressé au milieu de la scène et a levé le poing, et le refrain du rap qu'il était en train de chanter, c'était Sarkozy, Sarkozy. Et on était dans cette espèce de barque, enfin de grand bateau sur le Guadalquivir à Séville, et il y a eu d'un seul coup 400 ou 500 gitans de Triana, des environs et tout ça, qui se sont mis à chanter le refrain, et moi j'étais assis, heureusement, à l'étage, donc j'étais pas au milieu de la fosse. Donc ce que je veux dire, c'est que quand il y a une agression, quand l'autre, l'ennemi, donc le gacho, enfin le paillot, le non-gitan, vous attaque, là d'un seul coup, les Roms, les gens du voyage se reconnaissent une identité. Mais dans la vie de tous les jours, ça va au point où à Santiago, le quartier de Jerez dont vous parliez tout à l'heure, est distant d'à peu près 1,5 km de l'autre quartier gitan de Jerez, qui s'appelle San Miguel. Et les gens, quand vous parlez, il faut choisir, quoi. C'est-à-dire que si on sait que vous êtes plutôt intéressé par Santiago, les gens essayent à San Miguel de vous en dissuader en disant que là-bas, ils ne savent pas vraiment chanter parce qu'ils n'ont pas autant d'éducation que nous. Et puis vous allez à Santiago, on vous dit la même chose. Et ils sont mariés ensemble, évidemment, les familles, mais à 1,5 km, c'est les autres. Et ce nous... alors l'espagnol se prête très bien à ça, puisqu'en espagnol, on dit nosotros. Il y a tout de suite cette idée de nous autres. Et le nous des gitans, celui que j'ai rencontré, je ne suis pas ethnologue, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais c'est vraiment un nous exclusif, quoi. C'est-à-dire c'est nous contre les autres, c'est notre quartier, et à l'intérieur du quartier, notre famille contre les autres familles. Et même dans la façon de chanter, on vous dit que telle famille sait chanter, alors que celle qui est de l'autre côté de la rue, c'est pas tout à fait le chant pur, c'est autre chose. Donc il y a vraiment une exclusion. Donc l'idée d'une communauté, elle n'est pas gagnée d'avance. Cette idée, je voulais y venir plus tard, mais... autant y aller là, sur le pur et l'impur. C'est quelque chose de très... Alors, toujours pareil, on avance avec des paradoxes. Parce que quand vous êtes reçu en Andalousie, chez les gitans du flamenco, c'est d'une générosité extraordinaire quand ils vous ouvrent les portes. Et au bout de 2 ou 3 heures de discussion, vous achoppez sur cette question du pur et de l'impur. Quel est le chant pur? Quel est le chant impur? Le chant gitan. En dehors du chant gitan, rien n'existe, rien n'est intéressant puisque c'est pas pur. Et en même temps, il y a des coins comme ça. Il y a un guitariste nîmois qui s'appelle Antonio Moya, qui est devenu un très grand guitariste flamenco et qui, en Andalousie, aujourd'hui, accompagne les plus grands. Lui, c'est un païo, c'est pas un gitan, mais il est reconnu parce que, voilà, quand il prend la guitare, il n'y a plus rien qui existe. De la même manière, un des grands chanteurs aujourd'hui reconnus, Miguel Poveda, lui, carrément, il est catalan. Il n'est pas gitan, mais 2, il est catalan. Ça devrait pas le... Mais il y a toujours ce paradoxe, c'est-à-dire que on accueille celui qui sait chanter, celui qui va pousser un peu l'art au-delà de l'ordinaire, et ça, tout le monde se sent frère avec lui dans l'immédiat. Mais dans les théories, ça reste quand même extrêmement pur, impur, c'est dur quand même. C'est-à-dire que c'est greffé sur cette idée. L'idée de la pureté du chant, elle est assez simple finalement dans sa théorie. Ça serait l'idée que, et c'est ce qui m'a attiré moi dans ce sujet-là, comme sujet littéraire, c'est que on juge le chant pas sur sa joliesse, sur sa perfection technique, mais sur la profondeur des émotions qu'il exprime. Et il y a vraiment cette idée qu'on n'a pas le droit au superficiel, on n'a pas le droit de chanter quelque chose si on ne le ressent pas. Et ça va au point où on juge la qualité d'un chant à la capacité du chanteur à transmettre physiquement les émotions qu'il ressent sur le moment. Quand il chante la douleur, il faut qu'il arrive à vous faire trembler sur votre chaise. S'il n'y a pas ça, on est dans du spectacle, mais on n'est pas dans la profondeur, dans la vérité. Mais c'est greffé là-dessus, évidemment, mais très tôt, dans l'histoire du flamenco, cette opposition entre le gitan et le non-gitan, avec cette idée que le flamenco serait un art gitan, ce qui, bon, alors c'est ma théorie, je ne suis pas quand même le seul à la partager. La beauté du flamenco, c'est que c'est justement pas du tout, enfin pas du tout, si évidemment, mais ça n'est pas que un chant gitan. C'est pas un art gitan, le flamenco, c'est un art qu'aujourd'hui on dirait de fusion. Et la beauté de cette musique, c'est qu'elle est née de l'amitié à cause de la misère partagée entre le peuple andalou et le peuple gitan qui débarque en Andalousie et qui s'y sent chez lui beaucoup plus que dans d'autres contrées espagnoles et même européennes, pour des raisons sans doute musicales aussi. Enfin, il y avait déjà en Andalousie tout l'héritage juif, l'héritage mozarabe, l'héritage musulman dans les rythmes, dans la manière de jouer.
il y a une histoire extraordinaire, c'est l'histoire de Syriab, le grand musicien perse qui débarque à Cordoue à l'époque où il y a un califat, donc où c'est les musulmans qui règnent sur l'Andalousie, et qui amène une façon de jouer alors à l'époque c'était une sorte de d'oud, hein, où il joue avec le pouce et l'index, c'est-à-dire on joue les basses vers le bas avec le pouce. Et en fait, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous apprenez la guitare, c'est la base de la guitare de flamenco, cette opposition entre le pouce et l'index rythmiquement comme ça. Donc on a gardé des choses comme ça. Donc je pense que les gitans, ils arrivent dans un endroit où déjà rythmiquement, où le goût de la musique, le goût aussi de la poésie, hérité du califat, hérité de la poésie perse, de la poésie musulmane, et ils se sentent un peu chez eux. Et la beauté de cet art, c'est justement qu'il est né de cette amitié-là, et qui continue, je crois, malgré les oppositions, parce que cette opposition gitan-paillot, donc non-gitan, il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, elle est exacerbée à partir des années 1970, parce que le flamenco, après des années d'isolement dans les cours familiales, dans les fêtes de famille, redevient à la mode. Le vrai chant flamenco se produit dans les tablaos, c'est-à-dire les cabarets flamenco de Séville, de Madrid. Puis peu à peu apparaissent Camarón, Paco de Lucia. Donc on ouvre les théâtres du monde entier à cette musique. Il y a des festivals qui se créent. Et donc il faut vendre des disques, il faut être sur les affiches des grands festivals à la place des autres. Et évidemment, pour créer un engouement, il faut séparer, quoi. Alors donc, on va, des aberrations d'ailleurs, on va rejeter, quand on est gitan, Enrique Morente parce qu'il n'est pas gitan, alors qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que c'était un maître. Et puis les chanteurs non gitans vont dire que les gitans, c'est vrai qu'ils ont un beau timbre et tout ça, mais que bon, parfois ils se perdent un peu, ils n'ont pas la même richesse harmonique. Mais c'est une aberration, parce que l'histoire même de cette musique, c'est l'histoire d'une amitié. Ouais. Et c'est pour ça que dans le roman, encore une fois, c'est parti de l'expérience, c'est que je voulais raconter l'histoire d'un chanteur gitan, mais son guitariste, il est pas gitan, parce que c'était l'histoire de l'amitié entre les deux personnages, c'est l'histoire du flamenco. Enfin, c'est quand même les gitans qui chantent le mieux. Alors, alors ça, c'est... Je développe pendant un quart d'heure un argument, on se croira à la télévision. Alors, dans le rapport aux autres, à l'extérieur de la communauté, il y a une question, celle du travail. Mm-hmm. Donc on va essayer de ne pas être trop... Et il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien dans votre livre, que je vais vous demander de lire, c'est la façon dont vous liez le fond même des formes de chant justement au travail. Je peux pas lire ça. Oui. Bon. Vous ne comprendrez pas le chant sans en connaître les histoires. Le flamenco est la culture d'un peuple qui travaille. Les forgerons gitans de la plazuela de Jerez colportent l'écho dissonant du métal, le crépitement des braises, les vibrations aiguës du marteau sur l'enclume. Le chant des poissonniers, rien à voir, il est d'iode et de vent. Les bouchers d'Utrera ont donné à leur soléa une gravité sans pareille, saturée de chair et de sang. Au fond des mines du Levant, on chantait le mari qui se lève avant l'aube, avale son café brûlant et part creuser la terre, cigarette au vent. Les malheureux, lions en cage, qui plongent dans l'obscurité menaçante du puits. Le flamenco, c'est tout cela. À l'oreille, pour qui en a, l'origine se fait entendre. Voilà, donc on a ce texte qui dit que, en gros, c'est dans le travail qu'est né... Oui, c'est l'idée que c'est dans la peine des hommes que naissent les chants les plus profonds, c'est ça en fait. C'est-à-dire, c'est encore au contact de la réalité, une espèce d'archétype du gitan qui fuirait le travail et qui chanterait un peu comme dans le texte de Dumas tout à l'heure. C'est-à-dire, ils sont tellement heureux de vivre. Mais vous avez la même chose sur les premiers textes sur Tahiti. Enfin, les gens sont tellement heureux que, voilà, puisqu'il n'y a pas besoin de travailler, les arbres tombent les fruits tombent des arbres. Les arbres tombent des fruits. C'est l'hémisphère sud. C'est l'hémisphère sud, ouais, c'est ça. Tout est à l'envers. Mais c'est vrai que le flamenco, et ça c'est aussi quelque chose, moi, qui m'a touché, qui m'a donné envie de travailler là-dessus, c'est une musique de travailleurs, quoi. C'est né dans les forges, c'est né dans les champs, puisque pendant longtemps, les gitans formaient des quadrillas, des équipes de saisonniers qui allaient dans les latifundias du sud de l'Andalousie, chez les seigneurs andalous, et qui récoltaient les pois chiches et ensuite le raisin. Et voilà, toute l'année, ils passaient de ferme en ferme, et ils étaient logés dans les communs des fermes.
avec un drap au milieu quand même la nuit pour séparer les femmes des hommes, parce qu'il y avait quand même cette idée que les jeunes devaient se rencontrer mais sous contrôle. Et le soir, on chantait jusqu'à des heures avancées, il y avait toujours une cruche de vin, et c'est là que les styles se sont formés. En ville, c'était dans les forges. Alors c'est quelques professions, hein, il n'y en a pas énormément. Les chants du Levant, c'est particulier parce que c'est des chants qui, là pour le coup, sont pas vraiment gitans. Il y avait beaucoup dans les mineurs de l'Est du Levant espagnol, donc vers Murcie, tout ça. C'était surtout des ouvriers qui étaient pas gitans. Mais tous ces chants se sont formés dans une communauté de travailleurs. Alors évidemment, c'est une communauté de labeur, de peine, de misère, parce que on imagine bien que des équipes de gitans qui passaient de ferme en ferme au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, c'était pas, on roulait pas sur l'or. Mais aujourd'hui, ces choses-là ont disparu, mais elles sont glorifiées par les jeunes. Il y a cette idée, quand on vous dit c'est un bon gitan, on dit toujours il est très travailleur. Il y a toujours cette idée-là, même dans le chant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille son chant, qui connaît les classiques, qui connaît la tradition. Donc il y a une revendication du travail, parce que le travail, finalement, et le travail du chant en particulier, c'est une manière de se libérer pour les gitans. Il y a vraiment cette idée-là. Donc on n'est pas dans l'idée du voleur de poules, même si eux s'en amusent, évidemment. Hein, vous avez toujours ces idées. Je racontais une blague, alors elle n'a pas marché, je vais la réessayer, parce que c'est un gitan qui m'a raconté ça à Séville. C'est un gitan qui rentre dans une banque. Donc déjà les gens rient en général à ce niveau-là. Et qui va voir le guichetier qui lui dit je voudrais de l'argent. Alors le guichetier lui dit oui, vous voulez combien? Et le gitan répond je sais pas, vous avez combien ici? C'est une blague gitane. Hein, Donc il y a beaucoup de blagues comme ça sur le travail quand même, parce que... Ignacio Espeleta, le grand chanteur de Cadiz, qui répond à Lorca, donc Federico Garcia Lorca, qui entend ce chanteur extraordinaire. Il lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Parce que les gens n'étaient pas professionnels, hein, on chantait en amateur, comme encore beaucoup aujourd'hui. Et lui dit mais alors qu'est-ce que vous faites comme métier? Et le type lui répond c'est vous savez moi je suis de Cadiz. Bon, je sens que je vais arrêter les blagues gitanes. Dans le livre, elles arrivent. Je pense qu'on est préparé quand elles arrivent. Donc voilà, on rit beaucoup. Non, mais pardon, mais elle est très bonne. Je suis de Cadiz, ça veut tout dire. Quoi. Ça veut tout dire. Il suffit de le laisser résonner. Il y a, c'est vrai, dans la musique, cette idée du travail. Je ne suis pas... Moi, mon sentiment, après, c'est vous qui écrivez les livres, hein, David, mais c'est que il y a quand même dans cette âme gitane qui s'est écrite, qui s'est transmise comme ça dans les coples, dans toute la poésie depuis des siècles, dans cette espèce de longue chronique, on sent que au fond les gitans ont compris la grande vanité de l'existence, la grande vanité du monde. Et que peut-être à ce moment-là, ce n'est pas complètement obligatoire de travailler non plus, et qu'ils ont une distance à tout ce qui nous paraît essentiel, enfin en tous les cas à nous deux, d'avoir des grosses voitures, d'avoir un travail très reconnu, d'avoir une image sociale et tout. C'est vraiment pas du tout leur problème à eux. Et ce fossé-là, par rapport au travail salarié, c'est quand même un tout petit peu creusé, quoi. J'ai pas l'impression aujourd'hui. Non, bien sûr. Bon, en plus, leur communauté évidemment est frappée par le chômage en premier lieu. Mais bon, juste une toute petite histoire. J'espère qu'il va pas m'en vouloir parce que Bastien me racontait, lui, il vit là-bas, et il me racontait une histoire chez les Agujetas. Et il y avait le fils qui était il y avait un boulot à l'aéroport, bon, il avait été reçu, tout ça. Et je lui dis très innocemment à Bastien, je lui dis, mais et par rapport au boulot, ils ont vraiment envie de travailler, tout ça. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Simplement, ils trouvent ça un peu dangereux, le travail. Tu vois, je trouve que c'est très joli parce qu'il y a toute la sincérité du truc. Bien sûr. Est-ce que ce monde est fait pour eux, quoi? C'est sans arrêt cette question-là. Je serais bien en peine d'y répondre, mais je crois que, alors pour le coup, là, il y a quelque chose que les ethnologues ont observé chez tous les peuples d'Europe qui seraient les descendants de ce fameux peuple rome, un petit peu abstrait. C'est l'idée de la chance, c'est-à-dire, et ça c'est quelque chose que le personnage central du livre, Manuel, n'arrête pas de dire, c'est que on ne peut pas provoquer la chance, mais il faut toujours être prêt à la saisir. Le devoir d'un homme, c'est d'aller préparer. Il dit souvent ça dans le livre.
Il y a cette idée justement que le travail, c'est une opportunité, c'est-à-dire qu'on va saisir l'occasion de gagner un peu d'argent. C'est pas une obligation, c'est une manière, un moment de réussir. Je pense qu'en Andalousie, les gens qui ont été obligés à se sédentariser, qui ont été obligés d'acquérir une certaine respectabilité, ils ont dû en passer par là. Je ne dis pas que c'est dans la nature profonde du gitan de chercher ça, mais là, c'était le seul moyen. Maintenant, il y a toujours des histoires extraordinaires là-dessus, parce qu'il y a cette idée de chance. Elle est omniprésente chez les musiciens flamenco aussi. C'est-à-dire que si vous êtes, je vais dire ça au hasard, hein, puisqu'il n'y a personne dans la salle qui va se sentir concerné, mais quand vous sélectionnez par exemple les artistes pour un grand festival de flamenco, quand vous apparaissez dans une salle, vous avez quand même des chances que tous les gens qui savent qui vous êtes et qui jouent un peu de la guitare ou qui chantent ou qui dansent un peu vous sautent dessus, parce que c'est une opportunité à saisir. Il y a une histoire qu'on m'a racontée, qui est une histoire vraie, hein, j'ai vérifié après, mais qui paraît ne pas l'être, qui résume bien ça. C'est quand on a tourné Laurence d'Arabie, vous le savez peut-être pas, c'était en Andalousie. On a tourné ça dans le désert, vers Almeria, à l'est de l'Andalousie. Et évidemment, il y a une charge à un moment de bédouins à cheval, donc des Arabes, hein, et en Andalousie, comme disait un ami gitan, on les a tous chassés entre le 13e et le 15e, donc ils n'en ont pas trouvé un seul, quoi. Ils étaient tous repartis depuis 7 siècles. Et le producteur américain, enfin anglais, puisque c'était un film américain tourné avec des acteurs anglais et puis des producteurs, un réalisateur anglais, a eu cette idée de génie, le producteur, de se dire, bon, on va prendre des gitans, finalement ils sont sombres, c'est ce qui se rapproche le plus. Voilà, c'est ce qui se rapproche le plus, avec la djellaba et le turban. Bon, on va pas faire la différence. Et donc, ils sont allés voir, une des grandes spécialités des gitans en Andalousie, c'est d'élever des chevaux. Ils sont très forts pour ça, pour le commerce de bétail et de chevaux. Ils sont allés voir excusez-moi, cette histoire est incroyable. J'espère que vous allez rire, là, quand même. Parce que c'est là, je me donne du mal. Ils sont allés voir un marchand de chevaux et ils lui ont dit, voilà, il faut que tu nous trouves 80 ou 90 chevaux, des pur sang, les harnachements, et que tu nous trouves 80 cavaliers à mettre sur leur dos. On s'occupe du reste, mais il nous faudrait ça pour la semaine prochaine. Alors là, le marchand de chevaux gitans, là, pour le coup, la chance arrive, frappe à sa porte et frappe à la porte de tous ses amis, ses cousins, les cousins des cousins. Et il arrive à l'heure dite, disons un jeudi matin, avec 80 gitans qui se voient déjà à Hollywood, quoi. C'est-à-dire, ça y est, c'est leur chance, ils vont jouer avec Peter O'Toole. Et on les habille avec des drôles de vêtements, on leur donne des fausses épées, et puis ils ont des chevaux, des pur sang magnifiques, avec des harnachements brillants, enfin tout neuf, tout ça. Donc, et on les met en haut d'une colline. On leur explique qu'ils sont très forts en général pour le spectacle, donc ils n'ont pas eu de mal à comprendre. On les met en haut d'une colline et il faut charger vers la caméra, qui représente Laurence d'Arabie voyant la charge s'abattre sur lui. Et puis, une fois qu'on est passé devant la caméra, on s'arrête, quoi. Et donc, ils donnent le signal, comme ça, les chevaux se lancent magnifiques. Ils crient, comme on leur a dit. Et puis, ils arrivent vers la caméra tourne, et là, les chevaux sont passés, donc ils sont hors champ, et le réalisateur se lève, très satisfait, en disant « Coupez !» Les chevaux s'éloignent. « Coupez !» Les chevaux s'éloignent. « Coupez !» Et celui qui m'a raconté ça finissait en disant « Je crois bien qu'il galope encore. » Merci. Donc ça, là pour le coup, voilà, c'est comment saisir une chance. C'est un travail, mais en même temps, pouvoir piquer 90 chevaux d'un seul coup, c'est quand même. Avec le harnachement, ça se refuse pas. Voilà. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, voilà, c'est une vision du monde qui est pas totalement absurde. Enfin, voilà. Alors on va revenir petit à petit au cœur de la poésie andalouse, du chant. Et là, je vais aussi vous demander de lire un autre passage de votre livre, où on voit que toute cette distance à amuser, déchirée comme ça qui est au monde, elle se traduit dans chacun des chants de la tradition flamenca. Les chants du flamenco sont l'expression de sentiments contradictoires. La bulería, l'alegría ou les tangos jaillissent au plus fort de la fête. Ils célèbrent l'espoir, l'amour et la gaieté. La siguirilla est la confession d'un homme à l'agonie, vaincu par le destin. C'est pourquoi elle ne vient qu'aux heures avancées de la nuit, quand la fatigue est à son comble. Mais notre soléa
se chante après minuit, l'heure où l'on se sent libre, où l'esprit est paisible encore. La soléa, dit l'homme tout entier, ses joies comme ses peines, on y rassemble dans un souffle l'amour et l'amitié, la trahison, la joie et la douleur de vivre. Voilà pourquoi elle est si difficile. Raphaël, donc c'est le professeur de guitare du narrateur, qui a existé, qui est Raphaël Del Aguila, un personnage. Tapez Raphaël Del Aguila, vous allez voir sa tête. Déjà, moi, je l'ai en fond d'écran, ça fait peur aux enfants. Raphaël était un maître magnifique. Il vous dotait de fondations solides. On pouvait construire haut dessus. Surtout, il transmettait une exigence, et même s'il n'employait jamais ce mot, une éthique. Je sais bien qu'aujourd'hui, l'idée prête à sourire, mais sans cela, voyez, rien de ce qu'on obtient n'a la moindre valeur. Alors je crois qu'il faut qu'on s'arrête là sur justement l'enseignement, la transmission, puisque pendant des années, presque des siècles, la transmission elle était très simple, elle était au sein de la famille. Vous pouvez nous expliquer peut-être ça dans les fêtes? Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Ça continue en partie, enfin j'y reviendrai, mais la transmission du flamenco, elle est orale. Ce qui est d'ailleurs un casse-tête pour les gens qui essayent d'apprendre la guitare, parce que la guitare, c'est vrai que nous, on a une approche solfège, c'est un instrument compliqué harmoniquement. Même la guitare, dans le flamenco, on doit l'apprendre à l'oreille, parce qu'on n'apprend pas seulement une technique, on apprend aussi une sensibilité, on apprend une capacité d'écoute, qui est au centre de la relation, notamment entre les guitaristes et les chanteurs. Il faut toujours être à l'écoute de la moindre nuance. Et donc, elle se transmet dans les fêtes. Dans les fêtes, c'est toujours les vieux qui chantent en premier, les jeunes écoutent depuis leur plus jeune âge, et puis un jour, on vous fait un petit clin d'œil où on claque dans les mains, et vous avez le droit de chanter. Donc vous avez un jeune de 16 ans qui se lève, livide, en général, mais en revanche, il se lève sans qu'on le lui ait demandé. Moi, j'ai vu ça une fois dans une feria à Utrera, donc une feria de village, où un jeune s'est mis à chanter, en plus, entre deux couplets chantés par un vieux. Il n'avait pas attendu la fin, et là, il s'est fait jeter dehors à coups de pied. Mais c'était vraiment très, très impressionnant, parce qu'il y a un protocole. Et donc, on apprend comme ça. On apprend d'abord en écoutant, et puis ensuite en pratiquant. Les gens ne vous disent pas c'est pas comme ça. On vous dit c'est par là, ou c'est pas par là, mais on vous dit jamais que c'est comme ça qu'on doit faire. Il n'y a pas de cours vraiment, il n'y a pas de cours magistraux de chant ou de guitare. Antonio Moya racontait d'ailleurs, dont vous parliez tout à l'heure, il a perfectionné son art avec un très grand guitariste gitan qui s'appelait Pedro Bacan, et il racontait que la formation qu'il a eue avec ce guitariste, c'était pas je t'apprends une mélodie ou je t'apprends une suite d'accords, c'était il jouait, ensuite Moya essayait de reproduire, et soit il avait un grognement du style et ça voulait dire qu'on pouvait passer à autre chose, soit Bacan, ce grand maître guitariste, refaisait la falsetta, c'est-à-dire cette improvisation, c'est comme ça qu'on appelle les solos dans le flamenco, si je résume rapidement, jusqu'à ce que ça sonne bien, jusqu'à ce qu'il ait senti la sensibilité de cette variation. Donc il n'y a pas de cours magistraux, on apprend à l'oreille, on apprend dans les fêtes. Il y a plein de vieux aujourd'hui qui vous disent, notamment les gitans, que le flamenco est en train de se perdre parce que, à cause des MP3, à cause de YouTube, où on n'est plus obligé d'aller dans les fêtes pour apprendre le flamenco. Il suffit de prendre des disques. Sur les disques, il y a les paroles, donc on peut apprendre les paroles. On peut repasser des vidéos sur YouTube pour voir les accords et donc les faire à la guitare. Mais je voulais en venir là, c'est qu'est-ce qu'on perd? On perd pas la technique, puisque vous avez toujours sur un écran, c'est vrai que c'est pas mal pour décomposer un accord pour un guitariste, mais la particularité de la transmission du flamenco, c'est qu'elle n'est pas du tout limitée à la technique. C'est-à-dire qu'on le voit encore, moi j'ai assisté à ça maintes fois, c'est qu'on vous donne un chant, voilà le chant que chantait Manuel Torre au début du XXe siècle. Donc on vous apprend les inflexions, c'est très subtil, à l'oreille on n'entend pas forcément au début, ça demande quand même un peu d'éducation. Mais on vous raconte aussi les histoires de la vie de ce gitan, on vous raconte dans quelles circonstances il a inventé ce chant, et qu'est-ce qu'il voulait faire partager par ce chant particulier. Donc vous apprenez une éthique, parce qu'il y a aussi cette idée. Manuel Torre, on raconte toujours l'histoire, je pense aux enfants, on doit continuer à la raconter. Manuel Torre, c'était un gitan de 2 mètres qui montait un petit âne minuscule. Et Jacques Durand m'avait raconté, qui écrit magnifiquement sur les taureaux, que vous avez publié, je crois, non ? Je crois. Il racontait cette histoire magnifique, c'est qu'on avait surnommé son âne qui faisait 1,20 m l'Express de Cadiz, parce qu'il
il se déplaçait et il devait s'asseoir sur la croupe comme les gitans pour pas que les pieds touchent par terre. Et alors il y a cette histoire qu'on raconte toujours qui est magnifique parce qu'elle vous dit quand même une espèce de dignité, une éthique. Enfin moi j'y vois une éthique. Après c'est peut-être mon point de vue un peu faussé, mais quand il arrivait pour jouer chez les seigneurs andalous, puisqu'à l'époque c'était le seul débouché pour les gens qui chantaient, c'était de jouer pour les seigneurs. Hein. Il y avait quelques cabarets, tout ça, mais c'était quand même... ils gagnaient leur croûte comme ça, on les faisait venir, on leur payait du vin, et puis on leur donnait de l'argent à la fin de la nuit. Et lui, quand il arrivait chez les seigneurs, il s'arrêtait sur son âne, faut imaginer cette espèce de géant sur sa bourrique, et il restait sur son âne devant le portail jusqu'à ce que le seigneur, en personne, vienne ouvrir le portail. C'est-à-dire, c'était pas le valet ou le domestique, c'était le maître de maison qui devait venir ouvrir parce que, disait-il, c'est moi l'artiste, quoi. Je suis l'artiste, il n'y a pas de raison, donc je suis pauvre, mais comme on dit en Espagne, dans ma faim, je suis le maître. Il y a ce très beau proverbe espagnol, en mi hambre mando yo, c'est-à-dire dans la faim, j'ai faim, je suis un miséreux, mais dans cette faim, c'est moi le maître. Et donc, dans la transmission, il y a tout ça. C'est pas seulement une technique vocale, une technique musicale, c'est aussi une vision du monde, c'est aussi un respect des anciens, c'est aussi une manière de se comporter sur scène. Faut voir, il y a quelque chose de très frappant quand on assiste pour la première fois à un concert de flamenco, c'est la manière dont les gens se tiennent sur la chaise. Il y a une façon de se tenir toujours très droit, de monter sur scène habillé en noir, avec des souliers vernis, parce qu'on ne peut pas monter sur scène en jean, bon, on le voit parfois, hein, mais aujourd'hui, mais c'est quand même, il y a toute cette idée-là. C'est un art, il faut le servir au mieux, et il faut le servir avec oui, une dignité, quoi. Et cette transmission, très simplement, c'est la transmission de maître à élève. C'est ça qu'on ne retrouve plus. Moi, je réfléchissais à ça, en fait, pour ce que je peux connaître. Il y a les arts martiaux et il y a le flamenco, aujourd'hui, qui maintiennent encore cette... malheureusement, il n'y a plus l'université, quoi. Oui, c'est vieux comme le monde, cette manière d'enseigner, c'est-à-dire par l'exemple, plutôt que de faire un cours magistral complètement... séparé de l'élève, il y a vraiment cette idée de partage. Et il y a un goût... alors ça, c'est marrant, quand je disais tout à l'heure que les gitans d'Andalousie se distinguent volontiers des autres gitans, alors pour des raisons invraisemblables, parce que c'est vrai qu'on sait qu'ils sont partis d'Inde, ils sont passés par là et tout ça. Alors après, on vous raconte des histoires invraisemblables, l'idée étant, le sport national étant quel gitan est arrivé le plus tôt possible en Andalousie, c'est-à-dire que c'est lui le plus pur, et donc le chant qui produit est le plus pur. Et j'ai entendu une version, une fois, invraisemblable, par quelqu'un qui est quand même instituteur, hein, qui est un guitariste, et qui défend l'idée, dans sa famille, on raconte cette histoire-là, que leur famille à eux, donc c'est pas les gitans d'Andalousie, c'est les gitans de Lebrija, une petite ville au sud de Séville, eux, ils sont venus avec Marco Polo quand il est rentré. Donc ils sont pas arrivés après la Reconquête, ils étaient là, et donc, qu'est-ce que c'est l'enjeu? C'est qu'ils étaient là même avant les Espagnols, puisqu'ils sont revenus avant que les crétins... Celle-là est magnifique. Les chrétiens espagnols, en plus dans cet endroit, c'est magnifique. Excusez-moi si vous m'entendez. Avant que les chrétiens espagnols reviennent en Andalousie. Oui. Et donc il y a cette espèce d'opposition. Et un des critères que mettent en avant souvent les gitans andalous, et surtout les gitans qui sont aficionados, qui aiment le chant, qui connaissent bien la tradition, c'est, vous comprenez, nous on aime la culture. Les gitans de Catalogne, la culture, ils s'en foutent, c'est l'argent, les autres, c'est pareil. Mais nous, en Andalousie, on a un amour de la culture. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir des gens comme Agurretas, dont vous parlez tout à l'heure, qui sont analphabètes, comme la plupart des vieux chanteurs de flamenco, mais qui connaissent par cœur, même parfois sans le savoir, la poésie classique espagnole. Ils connaissent des centaines de couplets qui sont d'une beauté merveilleuse. Moi, j'ai essayé dans le livre de m'en servir, parce qu'il y a vraiment une poésie du flamenco extraordinaire. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, qu'un des couplets que j'adore, qui est en gros « J'étais Pierre, j'ai perdu mon centre », et à la fin du couplet, on retrouve son centre, donc c'est une vision de la vie comme ça, cyclique. Et en fait, j'avais demandé pendant des années au chanteur, mais d'où elle vient cette espèce de strophe extraordinaire, c'est un haïku japonais, quoi, c'est d'une pureté absolue. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que c'était en fait une poésie de Saint Jean de la Croix. Ah oui. Et que les gens chantent depuis l'époque de Saint Jean de la Croix, sans savoir, sans lire, sans savoir que c'est un poète. Il y a souvent des vers de Garcia Lorca qui font leur apparition. Il y a des histoires de Don Quichotte qui apparaissent au détour d'un récital. Donc il y a vraiment cet amour de la culture et de l'apprentissage
qui va jusqu'à, c'est assez fréquent ça, échanger des cours de guitare. C'était le cas de Diego del Gastor, qui était un grand gitan un peu mythologique dans le monde du flamenco, qui a jamais donné de concerts dans des grands théâtres, qui a jamais gravé de disques, parce qu'il disait que la musique est si pure qu'on ne peut pas en faire commerce, c'était ce qu'il disait. Et lui, il y avait des Américains à l'époque, dans son village, et il échangeait les cours de guitare, il refusait qu'on le paye. Il échangeait ses cours de guitare contre des cours d'astrologie, des cours de linguistique, des cours de poésie, des cours selon la spécialité de l'étudiant qui venait le voir. Il y a vraiment cet amour de l'apprentissage, de la culture. Alors, on va finir sur la langue, sur la matière même de la langue, parce que vous êtes un écrivain qui se soucie énormément de la langue. C'est un peu idiot de dire ça, mais ça n'arrive pas à tous les écrivains. Et votre premier roman, quand il est sorti, a été salué de façon très fracassante sur cette question justement de la langue et de ce que vous pouvez y amener. Là, votre matière tout entière, puisque au fond c'est de poésie dont il est question, votre matière tout entière, c'était l'autre langue. Alors depuis le début du banquet, on a beaucoup parlé de l'entre-deux-langues. Vous, c'est pas l'entre-deux, c'est que vous êtes parti avec une matière. L'objet était une langue étrangère, la poésie, les coplas. Comment est-ce que vous allez chercher ça dans une autre écriture? Je voudrais, ça va paraître un peu éloigné, ça l'est pas du tout. C'est quelques lignes d'un livre qui va paraître à la rentrée, un livre de Luba Jürgenson, qui est un très très beau livre, qui est justement sur cette question de l'entre-deux-langues. Et voilà ce qu'elle écrit. Il s'agit donc d'un reportage, mais la matière que je cherche à décrire est également celle dont je me sers pour la décrire. C'est comme raconter un incendie avec du feu. Le musicien vous parlera de son instrument. Le tailleur, l'ébéniste, le cordonnier, le jardinier, le marin, tous auront des choses à raconter en rapport avec leurs outils et la matière qu'ils travaillent. Pour l'écrivain, l'outil et la matière sont une seule et même chose. La langue travaille avec la langue. L'écrivain façonne lui-même ses outils. L'outil de l'écrivain est chevillé à son corps, et en parler, c'est mettre en scène ce corps qui écrit. Bah, je suis d'accord. Non, je pense que... Il y a cette question du... Par exemple, dans votre livre, vous traduisez les coplas. Et il n'y a pas une copla. En fait, c'est 4 petites lignes. Donc, vous auriez pu mettre le texte espagnol. Vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire vous attrapez ça... Non, parce que en fait, l'idée, c'est que c'était un roman et que Alors... Il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on écrit un roman, quand on le réécrit, parce que dans la première version, on fait comme on peut. J'allais dire comme en maçonnerie, mais non, ça ne marche pas, parce que si on construit un mur comme on peut, après, c'est difficile. Mais l'avantage des mots, c'est qu'on peut les réagencer. Mais quand on réécrit, il y a plein de choses qu'on fait, qu'on va être le seul, au final. On sait que c'est là, mais c'est important quand même, parce que je pense qu'inconsciemment, ça participe au livre. Et là, les couplets dont vous parlez, qui sont des couplets traditionnels, anonymes, ce qui est une autre beauté du flamenco, cette idée qu'on célèbre il y a ce vers de Machado, la poésie n'est poésie que quand on ne connaît plus son auteur, enfin, quand elle est passée dans le peuple et qu'elle est complètement absorbée par une culture. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Machado. Oui, il y a ce que l'on perd en renommée, on le gagne en éternité. Oui, c'est exact. C'est cette idée de la poésie qui est complètement... Alors moi, je voulais l'utiliser évidemment pas comme une illustration ou pour faire joli, parce que, encore une fois, je partais d'une matière, le flamenco, où faire joli, c'est vraiment la pire chose à faire. C'est ce qu'on fuit. Donc moi, je ne voulais pas mettre des poésies pour faire joli dans le livre. Et d'ailleurs, il n'y a aucun problème pour reconnaître, ce qui est le cas pour la poésie. Toutes les poésies, elle est beaucoup plus belle en langue originale, parce qu'elle a été créée dans cette langue-là. Donc la traduire, déjà, c'est un petit peu l'éroder, quoi. Il y a quelque chose, on perd quelque chose. Mais moi, je voulais que les couplets disent quelque chose à chaque fois sur où en est le personnage à ce moment-là, où il va. Et donc ça a été agencé comme ça. Il y a même des couplets qui réapparaissent et qui prennent un sens différent selon le moment où ça apparaît dans le livre. Donc je ne pouvais pas vouloir ça et en même temps garder l'original, parce que là, du coup, ça... Mais c'était important pour moi de m'en servir. Alors la langue, effectivement, c'est un pléonasme, travailler sur la langue pour un écrivain. Moi, j'emploierais peut-être un mot qui est un peu un gros mot aujourd'hui, mais qui est l'idée de style, et qui est très mal vue aujourd'hui, cette idée de style, tout simplement parce qu'on se trompe sur ce qu'est un style.
Et là encore, le flamenco, moi, m'a aidé à travailler dans ce sens-là, parce que c'est exactement ce que recherchent les artistes dans ce monde-là, c'est qu'on a l'impression que le style, c'est la jolie phrase, que le style, c'est écrire des belles phrases. Je ne vais pas citer de nom, hein, parce que mais il y a vraiment cette idée-là, quoi, l'écriture classique, très belle, très jolie. Pour moi, le style, c'est quoi ? C'est du bricolage, c'est-à-dire comment, sur un sujet donné, avec les personnages qui commencent à apparaître, avec l'histoire qui commence à apparaître, comment se servir au mieux de la langue que vous avez à votre disposition pour faire vivre ces personnages, pour faire vivre cette histoire. Et donc, ça naît du sujet. Là, la problématique était différente, puisque c'est dans le monde du flamenco. Et évidemment, moi, le flamenco, c'est comme tout le monde, je l'ai entendu en espagnol. Les conversations auxquelles j'essaie de rendre justice, parce qu'il y a un humour, il y a une recherche du bon mot permanente dans ce monde-là. En Andalousie, mais surtout chez les flamencos, on cherche toujours à faire la phrase la mieux tournée, la plus amusante, qui a le plus de sens possible. Donc moi, j'avais un son en tête. J'avais le son de ces conversations, j'avais le son de la musique. Je ne me suis pas dit au début, je vais prendre des tournures de phrases espagnoles parce que ça va faire bien, mais c'est-à-dire la seule manière pour moi à la réécriture du livre, encore une fois, pas quand j'ai fait la première version, mais en le réécrivant, la meilleure manière de me rapprocher du son que j'avais imaginé, que j'avais ressenti, c'était de prendre des tournures. Alors il y a des tournures dans les dialogues et même dans certaines phrases narratives où l'inversion du sujet du verbe suit plutôt un modèle espagnol. Si j'ai le choix entre comprendre et entendre, ils n'y comprennent rien ou ils n'y entendent rien, ce qui est français aussi, ne rien entendre à quelque chose, c'est ne rien y comprendre. En espagnol, on dit entender, donc j'allais plutôt vers ce qui se rapprochait de l'espagnol. Et puis, j'ai fait des traductions littérales de certains. Par exemple, il y a une phrase qu'on entend tout le temps dans le flamenco, c'est être a gusto. A gusto, c'est être à l'aise, se sentir bien, tout simplement. Mais se sentir bien, il n'y a pas l'idée qu'il y a dans l'espagnol, qui est être à son goût. Et être à son goût, il y a cette idée de saveur, de presque la bouffe, quoi. C'est quelque chose, vous le savez aussi bien que moi, là, c'est très important ça pour les flamencos. Le bon ragougitant, ça fait partie de la manière de vivre de ces musiciens. Et donc, j'ai gardé une traduction littérale qui serait très mauvaise, évidemment, si c'était une traduction d'un roman espagnol, mais parce que dans cette traduction littérale, il y avait quelque chose de plus. Prendre des chats pour des lièvres, par exemple, vous vendre des chats, on vous vend des lièvres et on dit que c'est des chats, c'est une expression espagnole, mais ça crée un décalage qui, à mon sens, fait littérature, parce qu'on est dans une façon de dire quelque chose qui est nouvelle et qui crée des nuances nouvelles. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, me nourrir de cette langue qui est très riche, qui est très imagée, qui est très métaphorique, de son rythme aussi, pour renouveler ma langue d'écrivain. Enfin, Alors on va se quitter parce que ça a sonné. C'est vrai, ça a sonné. Je vais vous demander un dernier effort, une lecture de là à là. Et en attendant, moi je voudrais juste vous lire une copla. C'était un hommage à Catherine Clément. Elle n'est pas là, Catherine Clément. Vous lui répéterez parce que hier elle nous a fait rêver avec ses positions. Et il y a une copla qui est vraiment, que j'adore et que je voulais lui dédier. Je vous la lis d'abord en espagnol. Cuando estaremos manita como los pies del Señor, el uno encima del otro y un clavito entre los dos. Quand serons-nous mignonnes, tels les pieds du Seigneur, l'un au-dessus de l'autre et un petit clou entre les deux. Olé. Voilà. David, maintenant une dernière. C'est anonyme, hein. Ça, c'est une des difficultés que j'ai eues en écrivant, c'est qu'à chaque fois que je mets un couplet, les 3-4 phrases après, c'était dur, quoi, parce que vous êtes sur une poésie comme ça. Pour embrayer, c'est pas évident. Donc voilà, merci. Au fond, rien n'a changé. Les jours de feria, tout le monde veut être gitan, parader dans nos robes, goûter la beauté de nos femmes, nos danses et nos chants. Mais on ne nous pardonne rien. La moindre faute nous condamne, on accuse, c'est un gitan. Notre âme s'est forgée au creuset du mépris. La douleur vous l'endurcit. Le flamenco est un venin qui coule dans nos veines. Il se nourrit de cette rage. Certains souriront, qu'il sourit. Un soir de festival, j'ai vu Terremoto, le grand Terremoto, chanter les gitans sans foyer envoyés aux galères, qui mouraient enchaînés sur le banc de nage. Les oreilles coupées de nos hommes, l'arsenal de la Caraca après la grande rafle, les mines d'Almadène
où les plus valeureux tombaient, foudroyés de fatigue. Terremoto chantait une siguirilla à vous déchirer l'âme. Les yeux lui sortaient de la tête. Autour, les gens riaient. Je repense à mon père, au coup de canne sur l'épaule. « Tiens-toi droit, hijo !» Aujourd'hui, je comprends. Lui qui ne lisait pas, il gardait au fond du buffet une coupure de journal où il était écrit « Les gitans vivent du mensonge et de la tromperie. » Et aussi « Le gitan n'a pas de morale. » La date figurait en bas. Diario de las Palmas, 4 juin 1953. Ces 2 phrases, le vieux les savait par cœur. Je me souviens, sa voix tremblait en les disant. Il écrasait son doigt sur le papier jauni. Là, c'est écrit. Mon père, si honnête. Seco disait de lui, si par chance il trouvait 100 pesettes sur le trottoir, il n'oserait jamais les prendre. Je n'ai rien volé de ma vie. Pas une fois je n'aurais agrippé la manche des señoritos, ces fils de la grande puta, pour mendier leur argent, plutôt craché. Mon chemin dans le monde, je me le suis frayé, je ne dois rien à personne. C'est que je l'ai compris enfant, on est tout seul ici. Je n'ai pas l'âge encore de juger avec certitude. Je parle de ce que je sais, de ce que j'ai vécu dans le peu de temps qui m'a été donné. Chacun va seul en ce bas monde, nous les gitans plus encore. C'est que nous sommes éparpillés, étrangers partout, minoritaires. Je ris quand je repense à la mésaventure d'El Chimenea, au temps de la Mili. Il était soldat sur une base américaine. Le sergent l'avait réveillé en gueulant « Manœuvre, habillez-vous !» Pour qu'il embarque dans l'avion, il avait fallu le traîner. Chimenea en frissonnait encore. Nous, les gitans, on a toujours besoin de sentir la terre sous nos pieds. Et pourquoi voulait-on lui enfiler de force un sac à dos ? Je l'entends encore soupirer. C'est que vraiment, primo, je n'avais pas idée. La trappe de l'avion s'est ouverte au-dessus de Valence. Ce salaud de sergent s'est planté devant lui, le bras tendu vers le grand vide. Chimenea a fait mine de ne rien voir. Le sergent lui hurlait « Go, go !» Il était premier sur la liste. Chimenea montrait le plancher de l'avion. « Moi, je reste ici. » Le sergent l'a tiré par le bras, il lui flanquait des coups de poing, des coups de botte, rien à faire. Le Chimenea s'agrippait au bar, il ne lâcherait pas. Alors, ce gitan-là s'est tourné vers le sergent, les autres soldats. Il a hurlé « Sautez, vous les gachos qui êtes si nombreux !» Voilà, merci David. Donc vous pouvez retrouver David Fauconberg à la librairie. Vous pourrez par exemple lui demander pourquoi la première phrase du premier chapitre commence par « Je viens d'un village blanc de la Sierre dont j'ai oublié jusqu'au nom ». Merci. Merci.